Je m'appelle André Dumont et je suis née le 5 septembre 1922. J'ai passé ma petite jeunesse, 6 ans au Congo, et puis je suis revenue pour les études. Les premières années, maman nous avait donné des cours, et je dois dire que quand on est rentré en Belgique, j'ai été directement en 5e primaire, parce que je ne connaissais pas un mot de flamand, malheureusement, elle ne m'avait pas appris le flamand. Mais malgré ça, je suis arrivée 2e de la classe. C'est vous dire que les cours avaient été bien donnés. Par contre, on m'a obligée d'écrire à la main droite, et du coup, je suis devenue dyslexique. Et je me suis corrigée uniquement par la vue. Je dis, mais sapristi, j'écris baba au lieu d'écrire papa, et tout des mots comme ça. Bon, après, j'ai été à l'Athénée-Duc, et puis, en 1939, j'ai été très, très furieuse parce que les Belges restaient neutres. Tandis que les Anglais et les Français, malheureusement, ils n'ont pas bougé, mais au moins ils avaient déclaré la guerre. Et puis, en mai 40, j'étais encore plus fâchée quand ils ont envahi notre pays, évidemment. Et la première chose, je vais faire des courses pour maman, chaussée d'Alsenberg, pas tellement loin, et il y avait un Allemand à cheval sur le trottoir. Il m'a obligée de descendre. J'étais révoltée. Alors bon, donc j'ai essayé dès le début, j'ai voulu faire quelque chose contre eux. Je me dis non, pas d'envahisseurs. Tandis avant la guerre, je discutais avec des copines à l'Athénée-Duc et je disais, écoutez, il faut oublier maintenant les Allemands, c'est vieux tout ça, il faut être tous frères, etc. Mais une fois qu'ils ont envahi la Pologne, et qu'ils ont envahi après la Belgique, là, j'étais plus du tout d'accord, je trouvais qu'il fallait travailler contre eux. Et puis voilà, j'ai commencé par faire des enfantillages, je me tournais quand j'en voyais, ce qui était un peu ridicule d'ailleurs, j'aurais pu me faire arrêter rien que pour ça. Mais après, j'ai coupé des V en papier, je pliais des journaux en plusieurs... Je coupais des V, j'en mis dans ma valise, et puis à vélo. J'étais en distribuée dans les rues, entre autres dans l'avenue des Nations, qui s'appelle maintenant l'avenue Franklin Roosevelt. Et 6 mois après, il y avait toujours des V dans les rues. Alors, papa, très vite, papa a voulu s'engager, il était lieutenant de réserve, et il a voulu s'engager parce qu'il avait dépassé d'1 ou 2 mois la date, c'était 45 ans. On n'a pas voulu de lui. Même comme simple soldat, il était prêt à repartir comme simple soldat. Alors il a cherché à faire aussi de la résistance. Je dois dire que la famille, on était tous contre, voilà. Ma sœur, à ce moment-là, n'était pas libre du tout. Elle faisait ses études d'infirmière. Mais autrement, la famille, on était tous pour faire quelque chose. Et papa, très vite, a rencontré... Oui, parce que à la déclaration de guerre, papa et maman, et même ma sœur d'ailleurs, se sont engagés à la Croix-Rouge pour soigner les blessés, etc. Et donc, comme ça, ils étaient en rapport avec des... Papa était médecin colonial et maman était infirmière visiteuse. Et grâce à ça, elle allait voir les gens. Donc, relativement vite, elle a appris qu'il y avait des soldats anglais cachés chez l'habitant, hein. Et papa, lui, est entré en contact, je ne sais pas tous les détails, mais avec un élève de l'école militaire qui devait se cacher. Alors il lui a dit, écoutez, venez vous cacher à la maison. Donc il est resté, je ne sais pas, une semaine, peut-être un peu plus, je ne sais plus, à la maison. Et il a donné à papa des adresses d'amis à lui, élèves de l'école militaire, et ensemble, ils ont commencé à faire un service d'information. Au début, ils ont même fait un petit peu de sabotage, mais ça, ils ont... Et papa m'a demandé très vite si je ne voulais pas être son courrier pour Bruxelles d'abord, et puis j'ai été à Tronchienne 1 fois par semaine. Après, j'étais à Bruges, toujours pour lui, 1 fois par semaine. Et puis, j'ai continué à aller dans Bruxelles régulièrement. Et surtout au ministère Place Poulart. Hein? Vous savez, il y avait différents ministères, je crois, là. Mais il y avait des agents là-dedans.
Il y en avait par exemple, c'était un concierge, il était marié, il avait une fille, et ils ont caché des Anglais très vite. Pas en 40, hein, parce qu'ils ont caché des aviateurs, donc c'est un peu plus tard. Mais alors, il y avait le service qui est devenu très vite le service Luc, et c'était Pierre de Prêtre, c'était un instituteur euh, qui avait un bureau là, dans les caves, hein, dans les caves. Et il y avait un autre couple, aussi je pense des concierges, qui vivaient dans les caves là, Van, vous savez maintenant malheureusement, Van Steenbeek, enfin un nom un peu comme ça. Maintenant ma mémoire commence à flancher, hein. Avant je vous aurais dit tout juste, mais bon. Et bon, tout ça, petit à petit, c'est organisé. Et donc, maman s'aperçoit qu'il y a des gens cachés. Elle dit, il faudrait quand même qu'on puisse les rapatrier. Ce serait plus sûr pour les gens qui les hébergent. Et eux, ils pourraient recommencer le combat. Ils ne seraient pas envoyés en Allemagne. Et un jour, elle a rencontré un monsieur qui lui a dit, ah, mais moi, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Sa fille a créé une ligne d'évasion. Donc, au cours du temps, ça c'est début 41, je pense que c'est arrivé ça. Je n'ai jamais rien noté, donc là, c'est, ça dépend de 2, 3 mois comme ça. Et alors, eh bien, ce quelqu'un, c'était Monsieur de Jong, le père d'André de Jong, donc. Et le soir même, maman lui a téléphoné, le soir même, il est venu à la maison. Et la maison n'était pas comme maintenant, c'était la même maison, mais pas comme. Et donc, on se tenait toujours dans la cuisine qui était là. Et il y avait papa, maman, Monsieur De Jong qui arrive et moi. Et alors, très vite, il a demandé si je ne pouvais pas l'aider. Il a bien sûr dit à mes parents, oui, oui, les Anglais, on peut s'en occuper. Mais, donc, lui, il était directeur d'école à Scarbeck et il avait très peu de temps. Donc, il avait envie d'avoir quelqu'un pour l'aider. Moi, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Je ne demandais qu'une chose, c'était toujours en faire plus. Et mes parents étaient d'accord, donc j'ai commencé à travailler avec lui. Alors d'abord, il m'a demandé des missions à Bruxelles, d'abord. Beaucoup, vous savez, il fallait courir chez le graveur, chez le graveur, chercher de l'argent à droite et à gauche. Il y avait les Micheli qui travaillait chez Henri Jean. C'était une société d'assurance euh, tout près de la rue de la Science. Et chez Wauquiez, Gérard Wauquiez, qui était le neveu du ministre Pierrelot, je crois, et qui est assez vite est parti en Angleterre et est revenu avec de l'argent aussi pour commettre. Et donc, c'est moi qui allais chez lui chercher, etc. Et puis, un jour, il m'a demandé si je voulais pas aller à Valenciennes avec lui. J'ai été une fois avec lui. Après, il m'a demandé si je voulais pas conduire un Anglais, un aviateur. Le premier aviateur, ça, que j'ai conduit à Valenciennes. Puis j'ai dû en déplacer ici. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est que maman, de son côté, avant de rencontrer M. De Jong, elle avait rencontré une dentiste qui habitait tout près de l'église royale Sainte-Marie, rue Cornet de Greves. Et cette personne, elle avait chez elle, à un moment donné, 10 soldats anglais. Elle avait une grande maison, elle était dentiste, elle était seule. Et alors, bon, ça j'ai déplacé 2 ou 3 fois ces soldats anglais. Une fois, j'en ai conduit beaucoup, hein, à la fois, chez Van der Borch, Pierre Van der Borch. Et puis, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Pierre les a pris, et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après. Et, et donc, là, il y avait encore des Anglais. Et puis, après, j'ai surtout travaillé. Elle a été arrêtée très tôt, c'était Mademoiselle Van Monsieur Eng, qui habitait rue Cornet de Grève. Elle a été arrêtée très tôt. Et alors, donc, tout ça, on savait bien qu'on serait arrêté aussi, parce qu'on voyait autour de nous. Papa avait été en contact avec Martini, ben Martini est arrêté aussi, voilà. Et
un autre jour, il m'a demandé si je voulais pas aller jusqu'à Paris. Alors j'ai été jusqu'à Paris. Euh, dans la ligne, le passage de Bruxelles à Paris a changé très souvent, parce que quand on était brûlé, qu'il y avait des arrestations, il fallait trouver une autre ligne. De mon temps, je partais de Bruxelles à Quiévrain. À Quiévrain, on descendait, on allait prendre un tram jusqu'à Valenciennes, et très vite, on n'a plus été à Valenciennes, mais on prenait un train direct Bruxelles-Paris. Et puis, peut-être, vous savez, c'est très vieux tout ça, peut-être qu'au début, je l'ai confié à Charlie Morel qui habitait Valenciennes. Et alors, parfois, il me disait, écoute, va jusqu'à Paris alors, voilà. Hein. Mais donc, après, moi, j'allais à Bruxelles. Mais alors, je ne partais pas de Bruxelles. Je prenais un train vicinal à la place Saint-Josse jusqu'à Louvain. Et je prenais le train là, parce que la gare était moins surveillée que la gare du Nord ou la gare du Midi à Bruxelles. Et un jour, je suis partie, je n'avais pas d'anglais avec moi, parce que quelquefois, j'ai porté du courrier aussi pour M. de Jong. Et là, c'était vraiment pas très facile, parce que à ce temps-là, le courrier n'était pas sur microfilm. Et donc, on m'a donné un paquet, je ne vous mens pas, mais comme une boîte de chaussures. C'est évidemment pas facile à cacher. Alors moi, j'avais toujours un alibi. Parce qu'on avait une amie qui travaillait chez une modiste, c'était la fille d'une modiste de la Reine d'ailleurs, et elle travaillait à Paris chez une modiste pour apprendre le métier. Et donc, si j'étais arrêtée, j'avais un carnet de croquis et je faisais des croquis de chapeau. Si j'étais arrêtée, c'était mon alibi. Elle était de connivence avec nous, donc voilà. Mais ben, j'ai jamais dû employer cet alibi. Donc, j'avais toujours un petit sac avec ma brosse à dents, un pyjama, comme si j'allais chez mon ami, puis je passais la nuit et je revenais, voilà. Et bon, donc je cache cette boîte. C'était même pas caché, je la mets au fond de mon petit sac, je mets mon pyjama, un gant de toilette, etc. au-dessus. Et j'arrive dans un train, là je vais directement à la gare ici. J'étais seule, pas avec des Anglais. Donc je monte dans le train. C'était un train bourré d'Allemands. Mais c'était des Allemands qui allaient en Afrique du Nord. C'était tout de chic type, vraiment impeccable. Et bon, comme je n'avais pas envie d'aller m'asseoir avec les Allemands, je reste debout dans le couloir. Et un Allemand qui ouvre la porte du compartiment, c'était des trains encore avec des cabines et puis un long couloir. Hein. Et il ouvre, mademoiselle, je vous en prie, il y a une place, venez vous asseoir. Bon, je n'allais pas dire non, évidemment. Donc je rentre, je mets mon sac dans le filet, c'était des filets avant là. Et je reste bien tranquille, ces gens ne s'occupent pas du tout de moi, ils étaient très corrects, ils parlaient, enfin celui-là, probablement pas tous, j'ai entendu que celui-là, en français, il parlait un français impeccable, impeccable, sans accent, vraiment fantastique. Et ils ont discuté entre eux, là. Et puis, on arrive à la douane. Il y a un douanier français qui ouvre la porte. Rien à déclarer. Moi, je ne bouge pas. Et l'Allemand dit, si, mademoiselle a un sac. Je me dis, bon, je fais semblant, tous ces gens étaient grands, évidemment, donc il n'y avait pas beaucoup de place. Je fais semblant qu'il n'y a pas de place pour ouvrir mon sac. Je prends mon sac, je sors, je ferme la porte et je m'appuie contre. Et alors, je mets le sac par terre. Et alors, il passe sa main dedans, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je me dis, tant pis, je risque le tout pour le tout. Et je lui dis très, très bas, évidemment, des papiers. Des papiers, quel papier? Il me dit. Je dis, des papiers pour l'autre côté. Alors, il se lève, il s'en va. Donc, je rentre, je remets mon sac et je m'assieds. Mais ouf, je vous assure que c'était ouf. J'ai passé un sale moment quand même. Bon, après, j'ai eu des aventures aussi avec les Anglais, parce qu'il y en a qui, quelquefois, faisaient des bêtises. Ou... Oui, ben, une fois à Louvain,
Mais ça, il n'a pas fait une bêtise, simplement je ne connaissais pas l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais en prison, hein, parce que quand j'ai été arrêtée, après, bon, j'étais seule en cellule, les cas graves, seule en cellule, au secret. Mais à une calfac belge, là, qui distribuait la nourriture, je lui dis, essaye un peu de m'avoir un livre en anglais. Hein. Alors, je dis, je voudrais un peu de vocabulaire, un texte et un peu de ce que tu peux trouver. Et elle m'apporte quelque chose d'idéal, vraiment. Sur une page, il y avait un petit texte, à gauche, un peu de vocabulaire et 2 ou 3 règles de grammaire. Et j'ai étudié ça par cœur. Alors, évidemment, mon accent, c'était pas ça du tout. Hein. Alors après, je lui dis, tiens, mais apporte-moi un livre. Elle m'apporte un Jack London. Là, vraiment, j'en sortais pas. Je dis, écoute, c'est trop difficile. Alors, elle m'a apporté un Agatha Christie. Alors là, petit à petit, je suis arrivée. Et donc, ben, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Donc, à ce temps-là, je ne connaissais pas du tout l'anglais, ou vraiment très, très peu. Et voilà qu'il y a un des deux, j'étais avec 2 Anglais qui avaient un air, mais typiquement anglais, je dois vous dire, typiquement. Vous savez, blond, légèrement roux, des taches de rousseur, très blanc de peau. Surtout un des deux, enfin. Et alors, il voulait aller se laver la main. Et ça, j'avais compris. Ben, je dis quelle drôle d'idée, là, de vouloir se laver les mains alors qu'on attend le train et qu'on risque de le rater, etc. Mais il avait l'air vraiment très ennuyé et vraiment il insistait. Finalement, je cherche et je trouve un endroit où il peut se laver les mains. Et heureusement, il y avait une toilette. Parce que se laver les mains, surtout à ce temps-là, parce que c'est fort perdu maintenant, hein. À ce temps-là, quand on voulait être poli, on disait je voudrais aller me laver les mains, c'était aller au... Et je n'en savais rien du tout à ce moment-là. J'ai appris ça après la guerre, évidemment. Donc voilà, ben, ce voyage s'est passé... Ah non, on a eu un problème là. Dans le train alors, donc j'étais arrivée à Bruxelles sans encombre, là on continue, et à un moment donné, il y a un Allemand qui rentre et qui demande les papiers. Or c'était un compartiment avec 6 personnes. Et j'avais mis les 2 Anglais près de la fenêtre, moi j'étais près de la porte, et puis il y avait 3 autres personnes, et c'était des jeunes Français qui avaient été travail obligatoire en Allemagne. Donc la première à qui il demande les papiers, c'est à moi. Et à ce temps-là, on avait fait un Passierschein orange. On l'avait fait tout à fait faux, tout à fait faux. Mais c'est papa qui avait trouvé le papier orange, qui avait trouvé le moyen, il y avait un filigrane vert très, très dedans, et c'était Monsieur Pirard, le graveur de l'époque, c'était un professeur des arts et métiers. Et c'était un graveur et vraiment très, 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 très adroit. Alors, bon, des cachets, maman, elle en avait eu à la maison communale, comme ça, et d'autres, bon, enfin, on trouvait des cachets. Et il en faisait, lui, il gravait un cachet. Bon, donc, le papier que j'avais était absolument faux. Et ma carte d'identité, je lui donne. Alors, il reprend ma carte d'identité, il regarde le Passierschein orange, il me regarde, il a fait ça au moins 4 ou 5 fois, sans dire un mot. Hein. Vous vous imaginez que moi, j'étais dans tous mes états, je dis, ce papier n'est pas correct. Enfin. Alors, il demande le papier aux hommes, aux jeunes gens, là. Il donne des grands papiers orange, c'est en ordre. Il arrive à mes Anglais. Mais heureusement, ce type ne disait pas un mot. Hein. Et les Anglais avaient vu qu'il fallait donner leur papier. Ils donnent le papier, Passierschein orange, carte d'identité. L'Allemand regarde, remet le papier. À l'autre, il regarde, remet le papier. Je me dis, heureusement, eux. Mais il revient à moi et il recommence le petit jeu, mais toujours sans un mot. Et puis, au bout d'un moment, il m'a remis mes papiers, il est sorti, toujours sans un mot. J'ai passé un très mauvais moment, hein, parce que je nous voyais déjà arrêtés tous les 3. Je me dis, ce papier... Et après, je me suis dit, le papier est très bien fait, puisqu'il n'a rien dit. Et je me suis dit, après, peut-être que c'est pas normal de donner un papier comme ça à une gamine, parce que j'avais, je sais pas, 18 ans à l'époque, je pense.
je paraissais 15 ans. Ça, tout le monde me le disait, je paraissais très très jeune. Et donc, peut-être que c'était ça. Il se dit, comment cette gamine a passé chez un orange? Mais il n'a rien dit, et je ne l'ai jamais su. Mais je vous dis qu'à partir de ce moment-là, je n'ai jamais sorti les passir chez un orange. Et on n'a jamais eu de problème. Voilà. Mais bon, j'ai eu comme ça plusieurs aventures. Une fois, je suis avec 3 Anglais. C'était un peu trop. Le train était bondé. On était en 3e classe. Je voyageais toujours en 3e classe. Sauf probablement la fois où j'étais avec ces Allemands-là, parce qu'ils voyageaient sûrement pas en 3e classe. Et moi, je trouvais qu'on était moins surveillés en 3e classe. Mais là, probablement qu'il n'y avait pas de place et que j'ai pris une deuxième, je ne m'en rappelle plus. Et alors, on était debout dans le couloir, il y avait du monde partout. C'était plein, plein, plein. Et c'est un douanier français qui arrive et il demande, j'avais non, enfin c'était un Canadien par là et 2 Anglais par là. Il demande ses papiers et le type, pris de panique, il sort sa boîte d'allumettes. Alors moi, tout de suite, je prends ces papiers parce que je leur avais dit toujours de mettre les papiers dans la poche, là, dans leur veston. Je prends ces papiers, j'écoutais, je l'accompagne, il est sourd et muet. Bon. Alors il remet les papiers, il demande les papiers aux autres, qui sans dire un mot donnent leurs papiers correctement. Et alors il dit, ah, ils sont muets aussi ceux-là? Ah, je dis non, ils sont flamands, ils ne comprennent pas le français. Bon, il continue, il n'a rien dit. Mais alors il y a un monsieur qui se penche vers moi, il dit, vous avez de bien étranges compagnons, mademoiselle. Alors tout de suite, sitôt que le douanier est un peu plus loin, je leur fais signe et on a traversé 36 wagons pour aller vraiment à l'autre bout. Ben, on n'a pas eu de problème quand même. Mais bon, ce sont tous des... Une autre fois, j'étais seule avec un Anglais très peu... Enfin d'ailleurs, on ne parlait pas puisque moi je ne connaissais pas l'anglais et qu'on ne pouvait pas parler. Mais on était seuls dans un compartiment. Et je ne sais pas ce que ce type fait. On avait passé Mons. Et à Mons, je descendais toujours avec mes hommes parce qu'il y avait un agent de papa qui tenait un café, là, sur la place, vraiment en face de la gare, c'était à 2 minutes. Et il avait toujours dit que votre fille, même avec des hommes, elle vient chez nous, nous faisait des grandes tartines de pain blanc beurré, ce que je n'avais pas à la maison, bon, et un grand thermos de café, du vrai café avec du sucre dedans. Oui. Donc c'était fantastique pour la nuit parce qu'à ce temps-là, le voyage durait toute la nuit. Hein. On partait à 10 heures du midi, donc un peu plus tôt de Louvain, 10 heures, et on arrivait vers 5-6 heures du matin là-bas. Et alors, bon, j'étais donc seule avec cet Anglais, et il met sa main, c'était encore un train où on claquait les portières. Et il met je ne sais pas ce qu'il a fait, mais son pouce était coincé dans la portière. Alors moi, le train était roulé, donc j'ai ouvert la portière, j'avais beaucoup de force à ce temps-là, hein. J'ai ouvert la portière, je l'ai tenu poussé comme ça, parce qu'il était à moitié évanoui, tellement il avait mal. Hein. Et j'ai pu reclaquer la portière. Maintenant, je ne pourrais plus le faire, parce qu'il faut de la force hein, pour reclaquer quand le train roule. Et alors, heureusement, j'avais du café. Je lui ai donné une grande tasse de café noir. Et ça l'a un peu requinqué. Mais le pauvre, il a dû avoir terriblement mal. Puis bon, on est arrivé à Paris et je l'ai confié. Les premiers temps, c'était Charlie Morel, l'agent de Saint-Français, l'agent de Valenciennes, qui était descendu à Paris à ce moment-là, et qui venait me les chercher à la gare du Nord. Et puis, très vite, j'ai eu l'adresse, un rendez-vous avec M. de Jong, ou avec Dédé quand elle était de passage, parce que j'ai rencontré plusieurs fois Dédé à Paris, là. Et on avait beaucoup de sympathie l'une pour l'autre, quoi. Elle était un peu plus âgée que moi, mais elle paraissait très jeune aussi. On était toutes les deux en soquette et bon, voilà, c'était la mode un peu aussi à l'époque. Et une autre fois, je suis avec
je crois que j'en avais 2 ou 3. Et on arrive à la gare du Nord à Paris. Et voilà qu'il y a des Noirs français, donc des Français, mais qui étaient pour les Allemands, qui prend la valise d'un Anglais et l'Anglais se sauve. Alors, j'essaye de rattraper mon anglais, mais surtout la valise, je la prends du douanier, je l'ouvre, je dis, écoutez, vous voyez qu'il n'y avait rien, il y avait toujours 2 ou 3 paquets de cigarettes, 2 fois rien, une brosse à dents, enfin voilà. Alors il dit, mais pourquoi se sauve-t-il alors? Je dis, vous ne vous sauveriez pas, vous, si on vous attrapait tout d'un coup et qu'on a racheté votre valise? Il n'a rien dit, bon, on est parti. Alors une autre fois, on est dans le train et on est à 3 dans un compartiment, 3e classe bien entendu, et il y a des jeunes types, c'était comme on disait pendant la guerre des smokelaires. Mais alors c'était les jeunes types, blousons en cuir, des bottes en cuir jusque-là, un couteau dans la botte comme ça, enfin équipés, hein. Et voilà qu'ils voulaient absolument parler avec mes 2 Anglais. Il y en avait 2. Dont l'un était très bien habillé, parce que ce type était tellement grand et costaud, on avait dû lui faire un costume. En général, on trouvait un costume, vous savez, ça c'était un de mes rôles aussi, aller chercher des souliers, des costumes, de la nourriture, etc. Bon. Donc, et c'était la maison Mikkels, dont M. Mikkels était agent. À ce moment-là, je ne pense pas qu'à ce moment-là, il travaillait déjà pour Comet, mais il travaillait pour Zéro, je crois déjà à ce moment-là. Enfin, toujours est-il que c'était lui qui avait fait le costume. Et donc, ces jeunes gens voulaient absolument parler avec mes 2 hommes qui faisaient semblant de dormir. Et alors, moi, je me suis mise à rire avec eux. J'ai dit, mais écoutez, pourquoi vous voulez les embêter? Ces gens sont fatigués, laissez-les dormir. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ils étaient très intrigués parce qu'il était trop bien habillé pour être en 3e classe. Et alors, il dit, mais qu'est-ce que c'est ces gens? Ce n'est pas des policiers? Oh, je dis, non, rassurez-vous, tout à fait. Ils ont fait un long voyage, ils sont fatigués, laissez-les dormir. Eh bien, ces gens, ils avaient des sacs comme ça, de farine ou de grains, je ne sais pas. Alors, rassurés, ils se sont mis à défaire les plaques du plafond. Ils ont caché les sacs là. Ils ont revissé les plaques et tout le voyage est passé sans encombre. Et arrivé avant Paris, il y a toujours un endroit où le train ralentissait. Est-ce que c'était le chauffeur qui était d'accord avec les smokelaires ou est-ce que c'était un passage plus difficile? Je ne l'ai jamais su. Mais le train ralentissait. Ils avaient tout défait. Ils ont sorti les sacs, ils ont ouvert la fenêtre, ils ont tout jeté par la fenêtre et en contrebas des rails, il y avait des hommes qui attendaient les sacs. Et puis, ils ont tout revissé, tout mis en place. Voilà, ça s'est passé sans encombre. Enfin, une autre fois, je suis toute seule. J'avais été porter du courrier, sans doute, ou bien une mission, en tout cas, pour M. De Jong. Et je remonte, et j'ouvre un compartiment, c'était des Allemands avec un prisonnier qui avait les mains derrière le dos et des menottes. Et les Allemands, tout de suite, comme un Mädchen, hein, venez vous asseoir. Alors j'ai souri et j'ai fait comme ça, j'ai continué. Après, je me suis dit, j'aurais peut-être dû rester, peut-être que j'aurais pu aider ce prisonnier, mais au moment même, j'avais qu'une idée, c'était de ne pas me faire attraper aussi. Au moment même, j'ai vraiment pas pensé que j'aurais pu l'aider, peut-être. Peu probable d'ailleurs, mais enfin possible. Une autre fois, j'arrive à Paris toute seule, heureusement, et je descends du train, et sur le quai, il y avait une jeune fille et sa mère. Et la jeune fille, c'était une élève l'Athénéduc qui était dans ma classe. Et elle savait que j'étais tenue comme ça. Et alors elle me dit, toi, Dédé, mais qu'est-ce que tu fais toute seule à Paris? Et alors, heureusement, je lui dis rien, je dis, ben, je vais chez Monique, qu'elle connaissait, parce qu'elle était aussi élève, la modiste là, elle était aussi élève à l'Athénéduc. Mais c'était des amis d'enfance. Monique, c'était une amie d'enfance quand même, mais elle était à l'Athénéduc là avec nous. Elle habite au Diouec d'ailleurs, ses parents. Hein. Et je dis, je vais chez Monique pour copier des dessins. Ah, elle dit, bon. Et après la guerre, j'ai appris qu'ils étaient collaborateurs. Donc, heureusement que j'ai rien dit.
Oui, on avait vraiment des surprises comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore eu comme aventure? Oh, je ne sais pas, peut-être encore d'autres, enfin voilà. Mais donc à Paris, ah oui, 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 la dernière, ça c'est là, juste avant mon arrestation. Donc j'arrive à Paris avec 2 Polonais. J'avais 2 Polonais cette fois-là. Des aviateurs polonais, hein. Parce que vous savez, les Polonais, les aviateurs polonais, quand ils ont été vaincus, il y en a qui se sont sauvés et qui ont rejoint l'Angleterre directement pour s'engager. Et bon, c'était 2 donc qui avaient fait ça. Et on arrive chez M. De Jong. À ce moment-là, il avait une chambre rue du Luxembourg dans un hôtel au rez-de-chaussée. Voilà qu'on nous sert du bon café et des croissants. Nous, on ne connaissait pas ça, hein, donc on était vraiment, vraiment très, très heureux. Et puis il me dit, écoute, je voudrais bien que tu comptes. Donc j'avais voyagé toute la nuit, hein. Et alors, je prends mon café avec mes 2 aviateurs qui avaient voyagé avec moi, bien sûr. Et alors, il dit, je voudrais que tu ailles pour 11 heures à une bouche de métro. Il me donne la bouche de métro. C'était tout près du parc du Luxembourg. Je crois que c'était le métro Odéon, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Enfin, c'était là. Et tu les remettras à Jeanne qui va venir te chercher. Et alors, bon, nous voilà partis. Et bon, 11 heures, 11h10, Jeanne n'était pas là. Voilà qu'il y a une jeune fille avec 2 Allemands qui arrivent juste en face de nous. Elle riait avec les Allemands, etc. Et puis au moment d'arriver près de nous, les 2 Allemands s'en vont, ils rentrent dans le métro, mais de l'autre côté, hein. Et elle vient droit sur nous et elle demande à mes hommes, pardon monsieur, vous n'auriez pas un franc, je dois téléphoner, j'ai pas d'argent. Tout de suite, moi je dis, laisse Henri, il s'appelait pas Henri, bon, laisse Henri, j'ai un franc et je lui donne le franc. Bon, et à ce moment-là, je dis, c'était un Américain et l'autre un Australien. Et l'Australien, je dois vous dire, il avait vraiment une tête d'étranger, hein, tout buriné, des cheveux noirs, coiffés comme c'était pas du tout la mode chez nous, comme ça, une moustache à la mérovingienne. Bon, il avait... Alors, vous vous imaginez, moi toute petite, Louis, qui avait l'air de tout sauf d'un Français, et puis là, un grand, grand échalas, c'était l'Américain. Mais l'Américain connaissait le français, un petit peu en tout cas. Et alors, oui, parce que à ce moment-là, l'Amérique n'était pas en guerre, hein. Mais lui était en vacances, c'était un gosse riche, ils étaient en vacances en Suède, et il était parti s'engager, il a donc dû s'engager dans l'armée canadienne, l'aviation canadienne, parce que l'Amérique n'était pas en guerre encore. Et c'est comme ça que j'ai passé un Américain. Bon, et alors, je dis, vous savez, je crois qu'on est suivis. J'avais vu un jeune homme qui qui nous surveillait, à mon avis, qui nous surveillait sur un coin de rue, là. Et alors, il me dit, on ne vit pas un roman policier, vous savez, mademoiselle. Ah, j'étais un peu vexée, je dois vous dire. Mais je dis, écoutez, c'est possible. Mais de toute façon, il est maintenant 11h15, on ne peut plus rester. On ne peut pas attendre plus longtemps qu'un quart d'heure, ça va paraître. Et donc, on s'en va. L'Américain se moque de moi parce qu'on n'est pas suivi. Mais il y avait 2 rues comme ça. À la première transversale, il était là. Bon, alors l'Américain a vu que c'était vraiment sérieux. Et donc, on a commencé à accélérer les pas. Mais à la seconde, il était déjà à la moitié de la rue. Donc, on dépasse la seconde. Je dis, maintenant, il faut courir, hein. Et on se met à courir. Et on arrive je crois que c'est boulevard... je ne sais plus quel boulevard. Mais en tout cas, on trouve une entrée du parc du Luxembourg. Je dis, on rentre là. Et là, j'ai une idée vraiment qui nous a sauvés. Il y avait un mur et une petite porte et un petit enclos où les jardiniers mettent leurs outils, les feuilles mortes, etc. Et on s'est précipité là-dedans. Et comme on avait un petit peu d'avance, le type qui nous suivait rentrait dans le parc, mais il n'a jamais eu l'idée d'aller voir dans ce réduit. Et donc, on l'a vu, parce qu'il y avait des petits trous dans le mur, on l'a vu qu'il cherchait, mais il est resté un quart d'heure à chercher dans ce parc, et puis finalement, on ne l'a plus vu.
Alors on a encore attendu pour être bien sûr. Et puis je dis maintenant, on passe dans un endroit désert. On s'est assis à la terrasse d'un café. J'ai peut-être pris trop de précautions, mais bon, vous savez, quand même, d'abord j'étais très jeune, mais donc il fallait quand même faire attention. On regarde, on ne voit plus personne. Je dis maintenant, on va prendre le métro. Et donc on prend un métro, et quand tout le monde, bon, j'étais jeune et on était jeunes tous les trois, hein, quand tout le monde est monté, on se précipite dans le métro. Donc on était sûr de ne pas avoir été suivis. Bon. Et alors je dis, écoutez, moi j'ai une adresse de secours. Enfin, je ne leur dis pas, je dis suivez-moi, puisqu'ils ne connaissaient pas. Et alors, suivez-moi. Et quand on arrive, c'était boulevard Haussmann, je dis, vous marchez sur le trottoir, parce que je ne voulais pas aller avec eux là. Je me dis, on ne sait jamais, peut-être que... Hein, et je vais sonner. Et quand je sonne, une dame, je ne sais plus son nom, une dame me dit ne venez pas ici, les Allemands sont venus la nuit passée, l'appartement d'au-dessus. Donc probablement qu'ils se sont trompés et qu'ils vont revenir cette nuit-ci. Alors je dis bon, qu'est-ce que je fais avec mes Anglais? Moi, je ne veux pas retourner chez M. de Jong, parce que Dieu sait, j'étais peut-être suivie depuis chez M. de Jong. Je n'en sais rien. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais bon. Hein. Parce que déjà, c'est drôle, cette jeune fille qui arrive en face de nous, là. Hein. Alors, elle me donne une adresse, c'était une mansarde, mais à l'autre bout de la ville. Hein. Et donc, me voilà partie avec mes deux aviateurs. Alors, on arrive dans la mansarde. Dans la mansarde, il y avait un lit boiteux, un lit d'une personne, ils étaient deux. Il y avait un petit paquet de lait en poudre, du cacao, il y avait une bouilloire, il y avait de l'eau, des biscottes, et c'est tout ce qu'il y avait. Or, on n'avait plus mangé depuis le matin, et ces types-là, moi je dois dire honnêtement, j'avais pas faim, hein, parce que toutes ces émotions, je ne pensais pas du tout à manger. Mais les deux jeunes types, là, ils avaient faim quand même. Hein. Ah bah, je dis, écoutez, je vais vous faire du cacao chaud, c'est tout ce que je peux vous faire. Et à ce temps-là, évidemment, il n'était pas question que moi je passe la nuit avec eux, parce qu'une jeune fille seule, bon, ce n'était pas pensable, quoi. Donc, me voilà partie. Moi, j'avais une adresse où je pouvais aller si je n'étais pas avec des Anglais. Bon, parce que ce sont des gens qui étaient sympathisants, mais qui ne voulaient absolument pas se mouiller, quoi. Évidemment, c'était le couvre-feu à Paris. Et je me suis retrouvée dehors, arrêtée par des gendarmes français. Je me dis, catastrophe, si ce type m'emmène dans les gendarmes français, il y avait des bons et des mauvais, hein, comme dans les douaniers d'ailleurs. Et alors, je commence à leur dire, écoutez, j'étais avec mon petit ami, je suis restée trop tard, laissez-moi partir, si mes parents l'apprennent, ils vont être très, très fâchés, laissez-moi pour l'amour du ciel. Et je riais, évidemment, heureusement, je riais toujours. Et alors, finalement, ils sont émus par l'histoire que je leur raconte. Ils disent, allez, ça va, partez, c'est bon pour une fois. Ils étaient prêts à m'emmener au poste. Alors, je suis partie et je suis arrivée chez ces gens-là qui étaient très gentils, où j'ai bien mangé. C'était des gens charmants, charmants. Et puis, le lendemain matin, je suis rentrée à Bruxelles. Ah oui, alors, je dis à mes parents, une intuition comme ça. J'ai eu plusieurs fois des intuitions, parce que là, c'était vraiment... Pourquoi tout d'un coup, j'ai regardé, je dis, ce type, il nous suit. C'était une intuition. Hein. J'en ai eu plusieurs comme ça. Et alors, je dis à maman, hein, je dis, écoute, je ne devrais plus revenir à la maison. Et alors là, maman me dit, écoute, reviens, à chaque fois que tu reviens, reste à la maison, chaque fois que tu reviens, je sais que tu es sauve. Je dis, bon, ça va. 2 jours après, on est arrêté.